Et puis, voilà. Tu nous parles beaucoup d'eau en fait, hein, par rapport à ta planète. Et bon, tu me parlais donc de tes expériences de plongée sous-marine. Tu m'as même cité à un moment donné, je crois, le fait d'avoir pu faire du deltaplane, des choses comme ça. Donc disons dans le parcours artistique de Caroline, je vois donc que tu as commencé par des meubles en béton. Et moi, ce qui me surprend, c'est quand même aujourd'hui ton travail, je dirais, sur la légèreté et d'avoir quand même commencé un parcours artistique par le béton, par une matière la plus, je dirais presque la plus ingrate quand même. Alors, tu peux nous raconter un petit peu, est-ce que c'est un désir d'élévation en fait? Parce que là, j'ai l'impression que justement, tu pars d'un béton gris, d'un béton, je dirais presque neutre, à un monde, je dirais, enrichi forcément par le biais des couleurs, par le biais des lumières, et surtout par cette légèreté. On voit la méduse justement derrière nous, donc on est passé du béton à la méduse. Comment en est-on arrivé là? Alors, ma première sculpture en béton, c'était en effet une sorte de grand fossile, un ammonite. Et puis, bon, c'est vrai que le béton, il a l'avantage, c'est une matière qui n'est pas si chère que ça et qu'on peut facilement couler. Et ce que j'avais envie, c'est d'utiliser cette matière qu'on connaît sur les routes, sur les maisons, qui est souvent un peu grise, un peu tristounet, et de la transformer en une sorte de pierre, en un fossile, en quelque chose qui a vécu, qui a traversé le temps et l'espace et qui nous raconte des histoires. Donc j'ai fait des empreintes qui viennent d'autres temps, qui font penser peut-être à des architectures préhistoriques, mais aussi à des puces électroniques. Donc c'est ce mélange d'une part entre l'architecture, la matière, le grand, le réel, et puis si je prends l'exemple des puces électroniques, du petit, du virtuel, plutôt du futuriste contemporain. Et c'est toujours un peu le mélange des temps, donc d'une part de l'ancien, du passé, du matériel, et en même temps du contemporain, du virtuel dans le monde dans lequel on vit. Donc c'est vrai que c'était un travail de tout premier justement qui était une sorte d'ammonite. À l'intérieur, il y a des petits animaux qui étaient cachés, il y avait des petits crocodiles, des lézards, des grenouilles, etc., qu'on ne voyait pas tout de suite. Il fallait vraiment se rapprocher et puis à fur et à mesure, on découvrait ce petit monde à l'intérieur de cette ammonite. Donc il y a toujours eu dans mon travail cette idée qu'il y a un petit monde à l'intérieur, un monde à part dans lequel on peut plonger si on a envie, si on s'intéresse, si on s'y rapproche. Et ensuite, c'est vrai qu'il y a eu cette collection de meubles en béton qui était plus abstrait, qui était vraiment dans l'idée aussi de travailler dans l'architecture, plutôt dans le monumental. C'est vrai que j'aime beaucoup les grandes choses, je suis fascinée de pouvoir travailler dans le grand, et j'ai eu quelques réalisations dans l'architecture. Donc c'est l'idée de transformer les murs gris et plats et ennuyeux dans des sortes de murs qui racontent des histoires par rapport aux lieux, qui laissent des traces, des empreintes. Et c'est vrai qu'à par rapport à ce travail-là, c'est juste impossible de réaliser ça en béton, et puis il n'y aurait pas d'intérêt, ça joue pas. J'ai envie qu'on puisse justement les caresser. Il faut une certaine douceur, une certaine légèreté, et puis techniquement c'est un peu la seule matière qui me paraît logique, voilà, pour pouvoir réaliser ça. Alors tu parles beaucoup je trouve, de liens entre les différents éléments, enfin, le fait que les créatures communiquent entre elles, le fait qu'il y a un lien entre l'infiniment petit et puis ce que l'on voit un petit peu plus grand, des choses comme ça. C'est vrai que moi, le fait tu parles de béton et en même temps de résine, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est qu'en fait tu pars aussi de transformation, puisque à chaque fois c'est un matériau que l'on va couler et qui va finir solide en fait. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant de voir que tu as pu puiser ton imagination dans l'eau pour finalement le ramener à la surface, la surface terrestre pour nous le donner à voir, quoi, je dirais. Il y a une espèce de passage comme ça d'un monde à l'autre, et tu te sens un petit peu médium comme ça de nous permettre ce passage-là. Comment inviter par exemple des jeunes qui vont découvrir ton travail justement à aller dans cet autre monde, un peu à travailler, comment dire, à laisser jaillir leur féerie, c'est ça l'idée? En fait, c'est vrai qu'avec mon travail, ce que j'ai envie, c'est juste d'ouvrir une petite porte à l'imaginaire, au fantastique, et puis ensuite c'est à vous de compléter le monde, de voyager dedans, éventuellement de communiquer, ou de continuer le voyage et de le compléter. L'idée par rapport à la communication, c'est effectivement que, comme je vous ai dit, les êtres communiquent entre eux à travers les lumières, mais aussi la télépathie. Je ne sais pas si vous avez vous-même déjà eu
des exemples de télépathie où en même temps vous avez eu une pensée en même temps que quelqu'un d'autre. Souvent c'est quand on est très proche, quand on connaît bien quelqu'un. Et c'est vrai que l'idée c'est qu'à un certain niveau, on est tous reliés sur les différentes planètes, sur les différents univers, les mondes qui existent, qu'on est tous reliés si on arrive à se brancher sur une onde qui nous relie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais la mécanique quantique, c'est un peu la nouvelle physique qui est très très intéressante. Elle nous dit que la matière peut exister sous forme de particules, mais aussi sous forme d'ondes. Et ça, c'est assez incroyable. Donc, ça nous permet de comprendre certains phénomènes, comme justement la télépathie ou autre, qui peut être plus ou moins prouvé à travers la physique contemporaine, qui nous dit justement que tout peut aussi être sous forme d'ondes. Et c'est ça que je trouve intéressant. Finalement, on vient tous de la même poussière. Si vous avez certainement appris le Big Bang, etc. Donc, au début, on était tous reliés à travers cette poussière. Ensuite, il y a plein de choses qui se sont créées. Et c'est pour ça que je suis convaincue qu'à un certain niveau, on est tous reliés. Donc, nous, les humains, avec les animaux, les autres planètes. Et ça, pas seulement à travers l'espace, mais aussi à travers le temps, parce que ça fait des milliards et des milliards d'années en arrière. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes, je pense par exemple les Aztèques, qui à l'époque n'avaient pas tous les outils comme nous on a aujourd'hui, les télescopes pour observer les étoiles, les planètes, mais déjà à l'époque, ils savaient où se trouvaient certaines planètes, certaines constellations, et c'est selon ces constellations qu'ils ont construit leur temple. Donc la question est comment est-ce qu'ils ont réussi à savoir ça? Et personnellement, je suis convaincue, et c'est justement parce qu'ils arrivaient à se brancher sur cette onde, cette sorte de conscience universelle, où on peut accéder à ce savoir intemporel qui traverse les temps et les espaces. Pareil comme tous ces peuples, les Indiens ou les Aborigènes, qui sont très proches de la nature, ils arrivent à savoir plein de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et je pense que c'est justement parce qu'ils sont proches de la nature, proches de cette conscience universelle à travers laquelle on est lié. Alors, vu que ce sont des attributs que nous n'avons pas encore ou que nous avons, oublié de développer ou de mettre en pratique dans notre quotidien, j'imagine que les créatures d'Aquina, elles, ont pu développer ces différentes caractéristiques et peuvent les exploiter, disons, plus librement. Est-ce que tu peux, du coup, nous parler un petit peu plus donc, de ces personnages, les nommer hier, tu me parlais d'apesanteur, tu me parlais de télépathie, donc est-ce que tu peux les nommer donc, tu parlais des casques, par exemple, des choses comme ça Volontiers. Je me permets juste de rajouter encore, tu dis, est-ce que nous, on n'a pas développé ces attributs? Je pense effectivement qu'on peut les développer, mais je suis aussi convaincue qu'à la base, tout petit, comme bébé, qu'on les a tous et qu'on les perd un peu avec le temps. Je pense justement que c'est ce premier sens qu'on a tous à notre naissance et que des fois on perd un peu parce que la société nous impose des filtres. Elle nous dit ça existe, ça n'existe pas, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et puis, vous êtes d'accord, quand vous étiez vraiment petit, vous avez vu plein de choses, plein de monde, vous avez vu des choses que plus tard on ne voit plus, ou que peut-être vos parents disaient « Ah, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas » ou autre. Et donc, je pense qu'à la base, on a tous cette connexion universelle et puis qu'on la perd un peu. Voilà, donc pour revenir au nom de mes sculptures, j'ai commencé par la première qui est le poulpe, qui s'appelle Aculpo. Ensuite, j'ai continué par le dragon qui s'appelle Dracina. Et puis la dernière, c'est l'arbre qui s'appelle Aquarbro. Ils ont tous des attributs justement qui leur permettent de naviguer plus facilement dans l'apesanteur. Ce sont des casques. Et puis ils ont des choses qui les relient. Par exemple, ils ont des grands yeux. En fait, les yeux font presque un peu penser à des planètes d'eau. Si on regarde dans les yeux, on pourrait presque imaginer que c'est une sorte de planète. Et puis on voit des choses à l'intérieur. Ils ont tous des billes bleues qui peuvent aussi faire penser comme à des gouttes d'eau ou autre. Il y a des ventouses, donc le poulpe il a des ventouses, mais aussi l'arbre il a des ventouses. Ils ont des gravures, en fait, les gravures qu'ils ont, ce sont un certain savoir qui a été gravé sur leur corps, un savoir universel, des choses
qui, à fur et à mesure, dans leur existence, qu'ils ont appris et qu'ils ont envie de ne pas oublier et de communiquer aux autres. Donc, c'est une sorte de langage universel que vous comprenez aussi, et c'est à vous de l'interpréter et de trouver ce qu'il pourrait signifier. L'arbre, c'est un peu un entre-deux, c'est entre un animal et entre un végétal. Donc à première vue, il fait penser à un arbre, mais on pourrait aussi dire que ses racines font penser à des pattes. Ses branches pourraient faire penser à 2 bras, et puis si on regarde sur le devant, il a 2 yeux aussi. Et puis l'espèce des branches végétales, ça peut aussi être, ça fait penser peut-être à un serpent, mais aussi à un tube d'oxygène. En même temps, ça fait penser peut-être à un bras de poulpe, mais aussi à une branche végétale. Donc c'est l'idée un peu d'un entre-deux. Et c'est ce qui personnellement me fascine aussi dans la créature qui est la méduse, qui revient souvent dans mes vidéos. La méduse aussi, elle est un entre-deux. Déjà, elle est très légère, c'est vraiment pour moi un élément d'apesanteur assez incroyable. Mais elle est aussi entre le végétal et l'animal. C'est comme une sorte de pulsation, comme un cœur vivant qui se déplace. Donc, voilà, c'est pour répondre à ta question. Et alors, par exemple, leur système de reproduction, parce que du coup, je suis en train de me dire que là, ce sont des modèles uniques, mais tu as les moules, forcément. Et donc, avec des moules, on peut se reproduire par parthénogenèse, je dirais presque. Donc, est-ce qu'ils sont appelés à se dupliquer ? Est-ce que tu vas cloner tes créatures, par exemple Si je devrais avoir la possibilité de pouvoir exposer ce travail vraiment dans un grand espace, dans une grande exposition, je peux m'imaginer que ça pourrait être sympa, oui, d'avoir par exemple, voilà, 2 dragons, ou ça dépend tout à fait.